Bonjour à tous, mon nom est Mathéus, je suis étudiant en génie biomédical. Bonjour, mon nom est Philippe, je suis étudiant à la maîtrise en biochimie. Et nous avons avec nous Alex Grant, étudiant en... Microbiologie, immunologie. À l'Université McGill, tout le monde. Oui. Vous écoutez présentement à toute échelle, les podcasts scientifiques duquel on parle des choses, des sciences, à toutes les échelles, allant du... quoi au quoi? Allant du plus petit macrophage au système le plus complexe du corps humain. Oh, wow. OK. Donc, nous avons Alex pour nous parler, en fait, du système immunitaire et des maladies très spécifiques qu'il étudie. Est-ce que tu peux juste faire un petit résumé de cet épisode? Oui, donc cette semaine, on a parlé de le système immunitaire, on a parlé des deux branches du système immunitaire, inné et adaptif, et puis on a aussi parlé de deux maladies très spéciales qu'on étudie dans mon laboratoire, c'est-à-dire le Mycobacterium tuberculosis, qui cause la tuberculose, une maladie qui cause des millions de nouveaux cas par année. Et puis, on a aussi parlé de l'influenza, un virus qui est respiratoire. Et ces deux maladies-là sont très bonnes à combattre tous nos moyens, dont les vaccins. Et puis, c'est pour ça qu'on les étudie dans mon laboratoire. Un sujet extrêmement fascinant. Si fascinant qu'il nous a fallu faire 2 épisodes avec Alex. Et donc ça, c'est le premier épisode qui va parler, en général, comme on a dit, du système immunitaire et de ces deux maladies très graves. Et la semaine prochaine, ça va être comment est-ce qu'on peut commencer à penser à régler ces maladies-là grâce au système immunitaire inné entraîné. Beaucoup de mots. On va expliquer ça la semaine prochaine. Parfait. Bon podcast. Bon podcast. Alexandre, bienvenue au podcast. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ouais, on est vraiment content de t'avoir au podcast aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'on parle un peu de virus, de pathogènes, mais on n'en a jamais parlé en français, si je me trompe pas. Non. Donc, un bon épisode sur le système immunitaire aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes études et de ce qui t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui? Donc, moi, je suis originaire de Montréal. J'ai fait mon bac à McGill en microbiologie et en immunologie. Et puis, j'ai gradué là en 2020, vraiment au début de la pandémie. Puis, j'ai aussi commencé ma maîtrise en microbiologie et immunologie à McGill aussi. J'ai commencé l'année passée, donc là, je suis dans ma 2e année. Puis, je fais de la recherche au Glen de McGill et je travaille dans le laboratoire de Dr. Maziar Devangahi. Et notre laboratoire se concentre principalement sur l'immunologie pulmonaire, spécifiquement reliée aux pathogènes qui causent la tuberculose et l'influenza. Et depuis le début de la pandémie, on travaille aussi un peu sur la COVID-19. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Vous devez pas recevoir beaucoup d'argent à étudier des pathogènes qui s'attaquent au système respiratoire. Ouais, exactement. Pas beaucoup de funding pour ça de ces temps-ci. Non, c'est ça. Vraiment, personne n'en parle. Là. Non. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis dans ma 2e année. Dans notre laboratoire, on travaille sur un nouveau concept qui s'appelle l'immunité entraînée. Et puis, c'est sur ça que porte mon projet de recherche présentement. C'est ça, donc voilà, pour moi. Bon, l'immunité entraînée, le système immunitaire au complet, c'est quand même très complexe. Moi, j'ai eu un cours, ça a duré genre 3 semaines là, environ, là, de parler du système immunitaire. Ça couvre absolument rien du Mont Everest que c'est ce sujet. Est-ce que tu peux essayer de nous introduire un peu au sujet du système immunitaire? Oui, bien sûr. Donc, on dit que généralement, le système immunitaire est divisé en 2 branches. Donc, on a une branche qui est innée. Donc, on dit que pour la branche innée, c'est une branche qui est non spécifique, qui est, disons, qui traite tous les pathogènes qu'elle rencontre de la même manière, entre guillemets, même s'il y a une différenciation qui est faite, par exemple, au niveau des bactéries, une différenciation qui est faite au niveau des virus, par exemple. Et puis, on a l'autre branche qui est la branche adaptive. Et puis, dans la branche adaptive, là, pour les gens qui veulent un bon exemple, là, c'est quand on parle des anticorps, par exemple. Ça, c'est un exemple du système immunitaire adaptif. Et puis, on a une séparation comme ça qu'on fait pour essayer de comprendre comment le système immunitaire fonctionne. Et puis, c'est sûr que quand on parle, par exemple, d'une réponse immunitaire, chaque branche va avoir un rôle différent et puis un rôle qui est très complexe. On a un système immunitaire qui est comme partout dans le corps.
Alors, c'est comme tu as dit là, c'est un système qui est très complexe. Il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de fonctions, il y a tellement de choses qu'on comprend pas. Donc, c'est ça. Puis il y a tellement de types de cellules, right? C'est ça qui est vraiment cool avec le système immunitaire. Ils ont toutes l'air de petites créatures, ils ont des formes différentes, les cellules immunitaires. Si on peut donner une idée aux gens à la maison, tu sais, les cellules T, je pense, qui sont dans le système immunitaire adaptif, elles sont toutes rondes, mais elles présentent des anticorps. Donc, elles ont comme des petits spikes qui sortent. Les macrophages sont laids, ils sont gros. C'est comme des monstres qui sont, je vais les manger. Et toutes ces cellules-là, du système immunitaire, autant inné que, ça c'est une immunité, comme tu as dit, qui est un peu généraliste, que adaptif, qui est une immunité qu'on acquiert au cours de notre vie en étant exposé ou en ayant des vaccins. Toutes ces cellules-là qui sont dans le système immunitaire sont dérivées d'une forme de cellule, si je me trompe pas. Oui, exactement. Donc, principalement, on dit que toutes ces cellules-là qu'on a immunitaires dans le corps font partie du système hématopoïétique. Et puis, les cellules qui sont vraiment comme à la base de ça, ce sont les cellules souches hématopoïétiques. Et puis, bon, c'est vraiment cool. Tout le monde parle tout le temps des cellules souches, là. C'est comme ça, the next big thing. C'est vraiment intéressant. Les cellules souches hématopoïétiques se trouvent dans la moelle osseuse, donc des os, par exemple, dans les os des jambes. Et puis, elles sont constamment en train de produire les cellules du sang, par exemple, les cellules rouges qui transportent l'oxygène dans notre corps, et aussi les cellules immunitaires. Donc, tout au long de notre vie, là, on a besoin de ces cellules de souche qui vont produire les cellules immunitaires pour s'assurer que bon, on est protégé et puis qu'on peut fonctionner. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a certaines exceptions, comme c'est souvent le cas avec le système immunitaire. Il y a certaines cellules, par exemple les macrophages alvéolaires, qui se trouvent dans les poumons, vraiment dans l'espace de l'alvéole. Et l'alvéole, c'est l'espace où il y a l'air qui rentre et où il y a les échanges gazeux avec l'oxygène et le dioxyde de carbone. C'est les petits endroits de nos poumons qui ressemblent un peu à des grappes de raisin. Exactement. Ça ressemble un peu à des grappes de raisin, puis c'est là que l'air passe, puis que le CO2 s'en va. Puis dans cet espace-là, il y a des macrophages spéciaux qu'on appelle des macrophages alvéolaires, et eux, ils n'ont pas une origine dans la moelle osseuse, ils ont une origine qui vient du fœtus. Et puis, ils ont des fonctions qui sont un petit peu différentes, ou assez différentes, là, dépendamment de comment on veut dire, des macrophages, par exemple, qu'on retrouve dans le reste du corps. Et puis ça, c'est vraiment un autre exemple de à quel point le système immunitaire est compliqué. Il se trouve vraiment partout. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, les cellules hématopoïétiques de souche vont produire des cellules innées, de la branche innée. Comme les macrophages. Comme les macrophages, par exemple. Il y a plein d'autres types. Donc, il y a des neutrophiles, par exemple. Il y a des basophiles. Puis je pourrais continuer. Ah, là, c'est tellement... C'est tous des types de cellules différents. Exactement. Ils ont toutes des fonctions un petit peu différentes qui sont reliées à différentes choses. Par exemple, il y a des cellules qui sont plus spécialisées pour les infections virales. Il y a des cellules qui fonctionnent mieux pour les infections bactériennes. Des cellules qui peuvent faire les deux puis qui vont changer dépendamment de quel type d'infection t'as. Puis là, après ça, il y a les cellules adaptives. Alors là, on parle des cellules, des lymphocytes T et des lymphocytes B. Puis ces cellules-là aussi, à la base, viennent de la moelle osseuse. Elles sont produites constamment au courant de notre vie. Et puis, il y a une petite divergence entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes, c'est juste des globules blancs? Ouais, exactement. Donc, des globules blancs. On dit lymphocytes, c'est juste des cellules. Cellules immunitaires. Exactement. Okay, et puis, les cellules, les lymphocytes T, vont sortir de la moelle osseuse avant de finir pas leur maturation, mais leur développement. Ils vont se rendre dans le thymus, qui est un organe qu'on a dans notre thorax. Et puis, ils vont finir leur maturation là. Et puis ensuite, ils vont pouvoir, aller faire plein d'autres affaires. Puis c'est vraiment compliqué, là. C'est pas juste one size fits all, là. Ouais. Mais je trouve une des choses que je trouve très spéciale du système immunitaire, c'est comparé avec les autres systèmes, ça n'a pas l'air très localisé. Quand on parle du système digestif, it's your digestive tract. C'est ton système. Oh my god, je me change en anglais. C'est vraiment juste ton œsophage, ton estomac, ça bouge pas, ça reste là. Tu peux pointer sur un corps humain puis dire il est là, tu sais, le système digestif. Le système immunitaire, parce que c'est juste des cellules un peu partout, il est partout.
partout dans le corps. Et même, j'ai vu des recherches sur le système immunitaire qui se mélangent avec les poumons, comme ce que tu fais. Ça se mélange avec le cerveau, comme ce que tu dis. Ça, c'est incroyable. Hein? Ouais. Un effet sur le système immunitaire puis le cerveau, jusqu'à très récemment, on pensait que le cerveau il était comme isolé du reste du corps. On veut pas que les pathogènes se rendent au cerveau, donc on isole. Même les cellules immunitaires pouvaient pas rentrer dans le cerveau. Puis on pensait que c'était les cellules locales du cerveau qui agissaient comme des cellules immunitaires, mais elles sont pas très bonnes pour faire ça. Ouais. Puis là, on a découvert que en fait, même les cellules immunitaires du reste du corps peuvent aller dans le cerveau. Ils peuvent invader le cerveau quand on a besoin d'elles. Fait qu'ils sont même capables de franchir une barrière infranchissable. Et c'est tellement, je trouve, ça me casse la tête un peu parce que quand je pense à des cellules, c'est juste des pochettes, des poches, des choses chimiques, là. Ça pense pas des cellules. Mais les cellules immunitaires, on dirait tellement qu'elles ont genre une pensée parce que, comme tu disais, les lymphocytes T. Ils sortent de la moelle osseuse, puis ils s'en vont au thymus pour... Comment qu'ils savent qu'il faut... Ils s'en vont à l'université quasiment, là. Oui, exactement. On dit souvent une analogie qui est utilisée pour décrire le système immunitaire, c'est comme une armée. Ouais. Donc, il y a le bootcamp, puis t'as différents types de soldats, puis les soldats font différentes choses, puis t'as comme un command center où il y a des décisions qui sont prises, et puis c'est vraiment une très bonne analogie pour le système immunitaire parce que justement, il faut pouvoir avoir des targeted approaches, il faut pouvoir avoir vraiment une bonne défense, et donc c'est vraiment une bonne analogie là pour ça. Puis exactement, le thymus, c'est un site où il y a comme un bootcamp. Puis il y a d'autres sites, par exemple, les ganglions lymphoïdes. Par exemple, ça, c'est ce qu'on a dans l'aine, sous les bras, on en a. Et puis ça aussi, c'est un site qui est extrêmement important dans le système immunitaire. Donc, je sais pas, peut-être, si on imagine que on est entouré constamment là, de bactéries, de virus, puis tout ça, c'est quand même extraordinaire qu'on se sente en santé, on se sent bien. On se sent pas constamment malade, par exemple, bien que, on est constamment entouré, là, on est comme constamment attaqué par toutes ces bactéries, tous ces micro-organismes dans l'environnement. Et puis ça démontre vraiment à quel point le système immunitaire est vraiment fort. Et puis quand, quelquefois, on tombe malade, mais là, la plupart du temps, on en guérit, puis après ça, on peut continuer à vivre de façon normale. Ouais. Fait que c'est vraiment extraordinaire de penser qu'il y a tout ça qui se passe dans tout notre corps, et puis que, là, le système immunitaire peut avoir vraiment une approche très targeted, par exemple. Wow. Un très bon résumé sur le système immunitaire, c'est quoi le nom? C'est une chaîne YouTube, In a Nutshell. Oui, Kurzgesagt. Kurzgesagt. De son nom allemand, I don't know. Kurzgesagt, non, mais In a Nutshell. Il a fait une vidéo sur le système immunitaire pas très longtemps, ça se peut que tu l'aies regardé aussi, elle explique tellement bien le système immunitaire avec les belles animations, et ça montre une armée, et ça donne des personnages à chaque type de cellule. Ouais. Et j'ai commandé leur livre, ça donne tellement beau, là. C'est un livre sur le système immunitaire seulement ou plein de sujets? Système immunitaire. Ah ouais? C'est les nouveaux... 396 pages, super illustrées, puis ça s'appelle Immune. Okay. Puis je suis sûr que même avec toutes ces pages-là, ils pourront sûrement pas couvrir tout ce qu'il y a à dire sur le système. Sauf que essentiellement, le résumé qu'on vient de faire du système immunitaire, d'un côté, t'as le système immunitaire inné, t'as le système immunitaire adaptif de l'autre côté. Toutes ces cellules-là, il y en a une artillerie de feu, mais ils viennent pas mal toutes de la moelle épinière. De cellules souches, de la moelle osseuse. Oui, la moelle osseuse. Les cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Et ces cellules souches hématopoïétiques, elles se différencient en beaucoup de types de cellules. Puis en plus de ça, les cellules doivent se rendre à certains endroits du corps pour maturer. Et une fois que ces cellules-là sont matures, elles se promènent dans notre sang ou dans notre lymphe ou... les deux. Okay. Donc, par exemple, on a des cellules qui sortent de la moelle osseuse, qui sont prêtes à aller faire leur travail. Et là, ils rentrent dans la circulation. Et là, ils se promènent. Et là, ils attendent d'avoir comme une directive d'un ordre, par exemple. Et puis, là, une fois qu'ils reçoivent une directive, là, soit ils sont activés par une autre cellule immunitaire, soit eux-mêmes, ils rencontrent un pathogène. Fait que, par exemple, si on imagine la peau, d'accord, la peau, c'est vraiment comme la protection
comme de base. Mhm. Vraiment, on n'y pense pas, là, mais la peau, c'est un organe immunitaire d'une certaine façon parce que ça nous protège de l'environnement, ça nous protège de tous les micro-organismes qui pourraient nous infecter. C'est nos fortifications. Exactement. Et puis là, si par exemple on a une coupure, et là il y a un pathogène qui rentre, ben là il y a les cellules du système inné, donc par exemple un macrophage, qui peut rencontrer, parce que là il est dans la circulation, il cherche une invasion. Il sait pas trop quoi. Il sait pas trop quoi il encore. se promène un peu. Il regarde, il cherche, il se promène dans le corps. Mhm. Puis là il rencontre un pathogène qui est rentré par cette coupure-là. Et là il va l'attaquer. Et essentiellement, le pathogène, il va être dégradé, Ouais. et puis il va prendre tous les morceaux, parce que là, le pathogène, il fait pas juste comme disparaître, il est comme découpé en morceaux. Et là, le macrophage, il va se déplacer dans des organes du système lymphoïde, et puis à partir de ce moment-là, il va présenter ces morceaux-là qui appartiennent au pathogène, Mhm. aux lymphocytes T, et ensuite, ben ça va finalement se rendre aussi aux lymphocytes B, Mhm. et puis ça va faire en sorte que ces cellules-là vont être capables de reconnaître le pathogène qui a été rencontré par le macrophage, Mhm. disons, dans la peau. Ouais. Fait que là, on se retrouve là dans un site complètement comme déconnecté un peu. En fait, c'est pas déconnecté, tout est connecté, Mhm. mais c'est pas au même site où il y a eu C'est l'invasion. délocalisé, ouais. C'est délocalisé. Il y a un échange d'informations qui est fait entre le macrophage et la cellule T, Mhm. et ensuite avec la cellule B. Et puis là, la cellule T, ben là, après ça, il faut qu'elle sache, ben, c'est quel type de pathogène que tu as rencontré. Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis là, même la cellule T, elle va spécialiser encore plus. Puis là, après ça, elle peut aider la cellule B. Là, la cellule B peut produire des anticorps. Puis là, on va avoir une réponse qui est spécifique à ce pathogène-là. Et on dit, en général, que ça prend environ 2 semaines pour que ce processus-là du macrophage qui va à la cellule T, qui, produit après ça une cellule T qui est spécifique, une cellule B qui est spécifique aussi, qui produit des anticorps, ça prend 2 semaines. Puis c'est pour ça qu'avec le système vaccin... inné. Exactement. Ça prend 2 semaines pour le système adaptif qui devienne, disons, spécifique au pathogène. Donc pendant ces 2 semaines-là, le Ouais. système inné, il combat en attendant que les Exactement. renforts arrivent. Exactement. Et là, après ça, si le système inné est pas capable de s'en débarrasser, mais là, le système adaptif va comme prendre la relève, puis va produire une réponse qui est vraiment spécifique à ce pathogène-là. Et puis ce qui est intéressant, puis dont on parle beaucoup maintenant là, avec les anticorps, c'est que après ça, une fois que le pathogène est comme disparu, là il va y avoir une contraction de la réponse immunitaire, parce que sinon l'inflammation elle va continuer, puis ça peut être dommageable. T'es malade par tout le exemple. temps. Là. Exactement. Ouais. Tu te sens pas bien. Puis là après ça, ben t'as une contraction, puis t'as la partie mémoire. Mhm. Fait que là, généralement on dit que c'est les lymphocytes T, les lymphocytes B. Eux ils vont persister pendant longtemps, pendant peut-être même la durée d'une vie, Mhm. ils vont produire des anticorps qui vont te protéger de ce pathogène-là. Comme ça, si tu le rencontres encore, ben là, tu vas avoir les anticorps, tu vas avoir une réponse qui est extrêmement rapide, extrêmement targeted, puis qui va faire en sorte que tu vas être protégé contre ce pathogène-là. Mhm. Si bien que tu vas même pas te rendre compte que le pathogène est rentré puis a commencé à t'infecter. Si bien Exactement. que tu seras pas malade. Exactement. Fait que c'est pour ça, par exemple, maintenant, avec les vaccins, on en parle beaucoup, mais là, on dit, ben, avec le vaccin contre la COVID, est-ce que tu peux être infecté? Est-ce que tu peux être un carrier sans savoir que t'es infecté? Mais c'est un peu à cause de ça. Le vaccin va te donner des anticorps, par exemple, puis tu pourrais être exposé à la COVID, mais tu vas pas développer une infection, tu vas pas être malade, tu vas pas être gravement malade. Oui. Puis c'est comme ça que ça va te protéger. Ouais. Ouais, il va quand même avoir un peu d'infection, la COVID va commencer à se diviser, mais dès l'instant où la mémoire du système immunitaire reconnaît, ils font « Oh, on a un armement nucléaire contre ça. » Exactement. Ils l'envoient, puis la COVID est disparue. Mais Exactement. pendant ce temps-là, il y a peut-être des particules que t'as envoyées dans l'air de COVID qui peuvent infecter les autres. Mhm. Bon, ouais, je suppose, là. Peut-être pas. Ouais, ouais. C'est Allez difficile lire The à Lancet, dire. les amis. Exactement. Allez lire les experts là-dessus. C'est là. ça, c'est ça. Mais toi, t'étudies des pathogènes très spécifiques. Tu me disais, c'était pour la tuberculose. Y avait-tu un deuxième? Et l'influenza. Et l'influenza. Oui. Et bon, les pathogènes, comme tu viens de dire, ça joue un rôle important aussi dans comment ton système va répondre, right? Si t'as un pathogène différent, il va répondre différemment. Donc, Ouais. c'est important de parler un peu de pathogènes. Est-ce que tu veux parler un peu de ces deux pathogènes-là? Ouais. Donc, la tuberculose, c'est la maladie, disons, entre guillemets, qui est causée
par une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis, que je vais juste appeler MTB parce que c'est plus facile. MTB. Exactement. La bactérie MTB, c'est la bactérie de la tuberculose. Ouais. Qui peut causer la tuberculose, effectivement. Et puis il y a aussi l'influenza, qui est un virus respiratoire. Et c'est ça, ces deux pathogènes-là, bien qu'un soit une bactérie et un soit un virus, les deux infectent les voies respiratoires. Un peu différemment, parce que évidemment ce sont des pathogènes différents, ce sont deux classes de pathogènes différents. Et puis, c'est ça, on les étudie dans notre laboratoire, principalement parce que, bien que, bon, on vit pas tous en pensant à la tuberculose ou à l'influenza à chaque jour, comme on pense à la COVID-19, par exemple. Mais la tuberculose, c'est un problème majeur dans le monde. On dit que le nombre de personnes aujourd'hui qui sont susceptibles de développer la tuberculose, c'est dans les milliards. Oh, wow. Donc c'est vraiment une proportion énorme de la population. Plus de humaine. 10%, là. C'est ça? Oui, aujourd'hui, c'est même environ un quart de la population soit porte la bactérie dans leur corps ou sont susceptibles de développer la tuberculose. Ouais. Et puis, c'est sûr que, par exemple, aujourd'hui au Canada, on n'en voit pas beaucoup, mais dans certains pays, particulièrement dans ce qu'on disait avant, là, les pays en voie de développement, entre guillemets, là, c'est vraiment un énorme problème. Donc, on parle du continent africain, en Asie aussi beaucoup, en Amérique latine, et puis il y a vraiment un énorme burden sur la vie des gens avec cette bactérie-là. C'est un fardeau Exactement, autant au niveau de la santé que c'est un fardeau au niveau, j'imagine, économique. Oui, exactement. Parce que là, on parle de environ 10 millions de nouveaux cas par année. On parle de environ 1,5 million de décès. Et puis, c'est une maladie qui est grave, là. Même si je pense que dans la pensée commune, on n'y pense pas vraiment. C'est une maladie qui est extrêmement grave. Et puis, c'est ça. Donc, les moyens qu'on a présentement pour combattre ces maladies-là, la tuberculose en particulier, ben, on a un vaccin qui s'appelle le bacille Calmette-Guérin. Et puis, ce vaccin-là, c'est essentiellement une bactérie vivante qui est atténuée. Et puis, elle est dérivée de, disons, la même bactérie, mais qui infecte les vaches. Donc, ouais, exactement. Donc c'est comme ça va être comme la tuberculose pour les vaches. Exactement. OK. Et puis, il y a 100 ans, il y a Calmette et Guérin qui ont vraiment développé ce vaccin-là. Et puis, essentiellement, le vaccin, il n'a pas changé en 100 ans. Et même aujourd'hui, on sert de ce vaccin-là, et puis on sait que vraiment, ça a une efficacité qui est extrêmement variable, et puis qui est surtout efficace dans les enfants. Alors, dans les jeunes enfants, quand ce vaccin-là est donné, ben, on dit que de façon variable, ça peut aller vraiment de au-dessus de 50%, disons, jusqu'à 0%, ça peut ne pas fonctionner. Quand on donne ce vaccin-là, ben, ça peut protéger contre la tuberculose. Et puis, on sait que dans les adultes, par exemple, ça marche vraiment beaucoup moins. OK. Alors, même quand ça marche pas comme à 95%, par exemple. Est-ce que tu saurais dire pourquoi? C'est quoi la raison de cette variation? Ben, la tuberculose ou le MTB, c'est une bactérie qui est extrêmement ancienne. C'est une bactérie qui, disons, entre guillemets, coexiste avec les humains depuis des milliers d'années. Et puis, ça fait en sorte que c'est une bactérie qui s'est très bien adaptée à nous, à vivre avec nous, à notre système immunitaire. C'est une bactérie qui est très bonne vraiment à déjouer les défenses de notre système immunitaire et à persister, à causer une infection. Et puis, ça fait en sorte que ben c'est difficile de s'en débarrasser par nous-mêmes. Et puis, il y a comme une compétition là, constante entre la bactérie et le système immunitaire. C'est qui va gagner là, dans cette compétition-là? Ben, présentement, c'est ex aequo, parce que on peut s'en débarrasser, mais c'est dur, puis là, la bactérie persiste, puis même avec le vaccin, ça marche pas bien, puis même avec les antibiotiques qu'on a aujourd'hui, là, quand on parle d'une infection avec la tuberculose, ça prend environ 6 mois, 6 mois d'antibiotiques non interrompus, là. Wow. Fait que c'est vraiment ça aussi, c'est un lourd fardeau de traiter cette maladie-là, c'est très difficile. Je me demande, comment est-ce qu'on attrape la tuberculose? Est-ce que on respire le même air ou il faut se frencher? Ou Ben, je pense qu'en se frenchant, on respire la même air. Pas mal. mais c'est la tuberculose, vraiment, ça se transmet à travers l'air.
Ok. Et puis on pense que ça prend juste une bactérie pour causer une infection. Alors imaginez là, que vous êtes dans une pièce avec quelqu'un qui a la tuberculose, et puis il y a une seule bactérie qui rentre dans votre gorge, et puis ensuite qui descend dans votre poumon, et puis qui infecte, par exemple, un macrophage alvéolaire dont je parlais tantôt, qui rentre dedans, et puis bon, boum, là maintenant le combat est commencé, puis la tuberculose, ben très bonne à ça, puis ou MTB, la MTB bactérie est très bonne à ça, ouais. puis elle va causer une infection là, éventuellement, parce que des fois on est infecté puis on le sait même pas. Quand je parlais des 2 milliards de personnes là, qui sont à risque d'avoir la tuberculose, ben c'est des personnes qui peuvent avoir la bactérie en elles, mais qui ont pas une tuberculose qui est comme Fatale. Elle est comme latente. présente. Exactement, un peu, ouais. C'est un terme qui est utilisé là pour dire que bon, t'as la bactérie, mais t'as pas de symptômes. Ouais. Puis ça se peut que tu développes la tuberculose, puis tu sais, c'est dur de dire quand est-ce que ça va arriver et si ça va arriver. Puis voilà. Donc ça, c'est pour la tuberculose. Wow. Ok, j'ai plein de questions encore sur la tuberculose. Comment, une fois que c'est transmis et que tu l'as, ok, je tousse et il y a une particule de MBT qui est dans l'air, elle rentre dans tes poumons. Elle a l'air d'être super bonne, cette bactérie-là, pour se cacher du système immunitaire. C'est capable de rester dormante pendant des années. Comment est-ce que cette bactérie-là résiste à notre système immunitaire? Pourquoi est-ce que notre système immunitaire, lui, il saute pas dessus puis la mange pas? Non? Ouais. C'est tellement une bonne question, là. Tout le monde essaie de comprendre qu'est-ce que la bactérie fait pour pouvoir résister au système immunitaire comme ça. Là, présentement, on a quelques idées, on a quelques découvertes là, qu'on a fait. Et puis, on sait, par exemple, que, bon, elle rentre dans le macrophage alvéolaire. Et puis là, elle va comme modifier la cellule qu'elle a infectée pour essayer de comme retarder la réponse immunitaire le plus possible. Puis là, ça va faire en sorte que là, la réponse qui est innée, la réponse adaptive, pardon, ben là, elle est retardée. Fait que là, quand je parlais, par exemple, de 2 semaines tantôt, là, pour produire des anticorps et tout ça, pour combattre l'infection, là, cette réponse-là, elle peut être retardée. Puis là, ça donne une chance à la bactérie, bon, d'infecter d'autres cellules, vraiment de s'installer dans le poumon, de partir dans d'autres endroits du corps. Ça, c'est un exemple. Ouais, il semble que les pathogènes les plus sournois qu'on connaît, c'est ceux qui infectent les cellules immunitaires. Hein. Parce que ils sont capables de changer le système qui est supposé de les tuer. Exactement. Ouais, exactement. Comme le VIH, par exemple. Oui, c'est ça. Ben, le VIH, c'est un rétrovirus, là, et puis ça va infecter les cellules lymphoïdes T. Les cellules adaptives. Oui, exactement. Lymphocytes T. Et puis c'est ça aussi, ça a des mécanismes là, que je connais pas vraiment, mais je sais qu'effectivement il y a des choses là-dedans. Dans notre laboratoire, quand on étudie la tuberculose, on a trouvé un mécanisme vraiment très intéressant qui se passe justement au niveau de la moelle osseuse. Donc tantôt quand je parlais là des cellules hématopoïétiques de souche qui produisent constamment les cellules immunitaires qui vont nous protéger. Tous les types. Là. Toutes les types. Cellules souches, ouais. On sait que le MTB est capable de rentrer dans la moelle osseuse et de causer certaines cellules à mourir de façon prématurée. Et ça va faire en sorte que ces cellules-là qui étaient supposées aller dans le poumon pour combattre l'infection, sont mortes dans la moelle osseuse. Et pas juste au poumon. Ça va être ça va être un problème pour toutes les autres maladies, j'imagine. Si les cellules n'arrivent même pas à maturer, celles qui seraient utilisées pour te protéger de quelque chose d'autre vont plus être là. Oui, c'est très possible. Je sais pas c'est quoi exactement l'implication pour les autres maladies, mais je sais que, par exemple, on sait aussi que une infection de MTB, la tuberculose, ça peut aussi causer l'anémie. Puis on sait que, comme j'ai dit tantôt, les cellules rouges qui transportent l'oxygène sont aussi dérivées des cellules souches. Alors là, on a un impact sur la réponse immunitaire et on a aussi un impact sur la capacité à transporter l'oxygène dans le corps. C'est ça. Alors là, on se rend compte là que le MTB, c'est pas juste une maladie qui, bon, t'as quelque chose dans le poumon, vraiment ça peut infecter des parties de ton corps, ça affecte les systèmes, c'est une maladie qui est très complexe, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est tellement difficile à gérer, c'est tellement difficile à éradiquer, puis c'est pour ça qu'il y a tellement d'efforts là, pour faire la recherche là-dedans. Si on garde notre analogie militaire, le MTB c'est quasiment une sorte de bactérie sournoise qui infiltre les camps ennemis, là, puis qui tue les gens, qui tue les soldats pendant qu'ils dorment le soir dans leur camp, quasiment. Exactement, c'est ça, c'est vraiment
un ennemi qui est très sournois, qui est très compliqué. Ouais. Puis on fait du mieux qu'on peut là pour essayer de le comprendre. Comme ça, après ça, on a les outils pour le combattre puis le vaincre. Ouais. Fait que ça c'est la complexité du MTB. Ça c'est une raison. Ça c'est vraiment pourquoi on étudie le MTB. Mm-hmm. On a aussi des problèmes qui sont vraiment distincts avec l'influenza. Mm-hmm. Donc l'influenza c'est différent, là. C'est un virus. Et puis ça infecte aussi des voies respiratoires, principalement plus hautes. Donc on parle plus comme du nez, de la gorge, alors que le MTB c'est vraiment là dans le fond des poumons et dans le reste du corps, bien sûr. Avec l'influenza, là on parle de quelque chose de différent. Donc l'influenza a deux choses vraiment spéciales à propos de ce virus-là qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir une réponse de mémoire. Donc on n'est pas capable de produire... On produit une mémoire immunitaire à un virus qui change constamment. Mm-hmm. Et ça fait en sorte que, comme il change constamment, on n'est pas capable de le reconnaître. C'est comme si c'était le virus d'influenza, c'est comme si c'était un espion qui change constamment de costume, puis là, on n'est plus capable de savoir il est où notre ennemi, puis après ça, faut comme recréer la mémoire à chaque fois qu'on est infecté par l'influenza. Mm-hmm. Et ça, c'est principalement par deux mécanismes qui sont uniques c'est pas unique, mais spécial à propos de l'influenza. C'est ce qu'on appelle le antigenic drift et antigenic shift. Mm-hmm. Donc ça, c'est des gros mots, là. Mm-hmm. Essentiellement, c'est juste que le virus est capable de créer des mutations de façon assez rapide pour changer de quoi il a l'air pour notre système immunitaire. Alors là, à chaque fois qu'il y a une infection, chaque fois qu'il se reproduit, il va créer beaucoup de mutations. Puis là, après ça, lentement, progressivement, il va changer sa forme, il va changer de quoi il a l'air. Puis on n'est plus capable, le système immunitaire est plus capable de le rencontrer. Ouais, c'est comme s'il se préparait pour la prochaine fois qu'il va t'infecter pendant qu'il t'infecte. Il est il pense déjà à son changement de costume, il change un peu, puis quand il revient l'année prochaine, tout d'un coup, c'est un virus tellement différent que notre système immunitaire se rappelle du virus de l'an passé, mais pas de celui de cette année. Exactement. Fait que là, c'est pour ça qu'à chaque année, on a un virus contre l'influenza. Il faut un vaccin. Pardon, j'ai dit virus. C'est pour ça qu'à chaque année, on a un vaccin contre l'influenza, parce qu'il faut constamment comme rester avec pour s'assurer que le vaccin il est représentatif de qu'est-ce qu'il a l'air cette année-là. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi un autre problème qui est spécifique à l'influenza, c'est que son génome, c'est-à-dire le matériel génétique sur lequel le virus est basé, là, qui compose le virus, il est segmenté. Mm. Donc, par exemple, certains virus, ils ont juste comme un long morceau de génome. D'ADN. Et puis, ça peut être ADN ou ARN, exactement, ça dépend, là. Et puis, le virus d'influenza est segmenté. Le génome est segmenté. Et puis, ça fait en sorte que quand il y a, par exemple, deux types d'influenza qui infectent la même personne ou le même animal, parce que l'influenza peut infecter des animaux aussi, là, ils peuvent s'échanger du matériel génétique. Mm-hmm. Fait que là, maintenant, là, t'as deux virus A et B qui rentrent dans un même hôte, et là, ça ressort comme virus C. Et puis là, c'est complètement différent. Là, c'est pas des petites mutations, c'est vraiment complètement différent. Puis ça aussi, c'est un autre problème qu'on a. C'est comme si j'échangeais des costumes. Ouais. Ils entrent dans un party d'Halloween, puis comme, yo, j'aime ton masque, j'aime ton jumpsuit ou whatever. Puis là, ils se les échangent, exactement. Puis ça doit être encore pire que ça, parce que mettons qu'il y a 3 petites parties, la partie 1, 2, 3, dans chacun des virus, il doit pas juste avoir virus A et virus B qui donne virus C, il doit avoir virus C, virus D, virus E, des fois, tu sais, plusieurs mix and match des petites parties du génome. Exactement. Ouais, et si t'as dit qu'ils affectent des animaux aussi, mais la vitesse à laquelle ça arrive est beaucoup plus rapide que s'ils infectaient juste les humains. Ouais, exactement. On sait que plus de 90%, puis je dirais même que c'est comme plus que 95% des virus d'influenza se retrouvent dans les oiseaux. Ah. Donc là, ça fait en sorte que, par exemple, quand on a un marché où il y a des oiseaux, où il y a des cochons, que ça peut infecter aussi, il y a d'autres animaux, puis là, tu commences à mélanger différents types de virus d'influenza. Mm-hmm. C'est là où tu peux avoir vraiment des virus qui sont dangereux, des virus qui ont un potentiel de causer une pandémie comme on vit présentement, mais à la place d'être un coronavirus, c'est une influenza. Mm-hmm. Puis là, l'exemple là, que je
dirais beaucoup de gens connaissent. C'est l'influenza de 1918. Ouais. La grippe porcine. Non, c'était pas ça. Non, c'est le Spanish flu. Oui, Qui était pas vraiment de l'Espagne, là. C'est comme un misnomer, c'est mal nommé, là. Mais la grippe espagnole, entre guillemets, de 1918, là, ça c'est un exemple, par exemple. Puis on avait aussi en 2009 la grippe, ça c'est la grippe porcine, H1N1. Qui était aussi avec un potentiel là, de pandémie. Puis là, ils ont développé les vaccins pour ça. Puis, vraiment vite. Bon, exactement. Écoute, on a juste parlé du système immunitaire, de la tuberculose et de l'influenza, et on est à 30 minutes. Fait que ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les auditeurs languir pour 2 semaines, et on va faire 2 épisodes. Puis pour parler de ta recherche, puis pour vraiment pouvoir prendre le temps, parce que présentement, on est à 33 minutes. Oui. Puis je pense que parler de ta recherche, ça mérite un autre 30 minutes. Si ça te convient. Parfait. Donc, merci Alex d'être venu au premier épisode de cette mini-série sur le système immunitaire et le système... et comment tu dis ça? Le système immunitaire entraîné au prochain épisode. Au prochain épisode, là, on va en parler en détail. Stay tuned. Merci. Merci d'avoir écouté À toute échelle. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez notre projet avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous contacter sur Instagram via le compte @ate.pod. À toute échelle est un projet réalisé par Philippe Carl et Mathias Schultz. La musique originale est composée et interprétée par Vincent Nélis. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode.